Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être mon bilan lecture de tous les livres que j'ai lus là dernièrement au mois de juin et au mois de juillet. J'ai quand même 5 livres à vous parler. Alors je sais, d'habitude je fais des vlogs où je vous tourne un petit bout de rush dès que j'ai terminé un livre, mais là ces dernières semaines, ces derniers mois, j'ai pas du tout eu envie de prendre la caméra pour refaire des vlogs lecture. Donc je vais vous faire un bon bilan lecture à l'ancienne où je vais vous parler de toutes mes dernières lectures en espérant que mes avis sont encore frais dans mon cerveau, mais je pense qu'on devrait pouvoir s'en sortir. Donc attaquons tout de suite. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est La très catastrophique visite du zoo de Joël Dicker aux éditions Rosie & Wolf. Donc c'est le tout dernier livre de Joël Dicker. Joël Dicker, c'est un auteur que j'aime beaucoup, vous le savez si vous me suivez depuis longtemps. Et donc forcément j'avais très envie de lire celui-ci, même s'il sort un petit peu de ce qu'il fait habituellement, puisque là on va être vraiment sur un roman plus à destination, pas forcément jeunesse, mais les adultes peuvent très bien le lire, mais en tout cas ça se passe avec des enfants. Donc on va suivre Joséphine qui est notre narratrice. C'est une petite fille de, je sais pas quel âge elle a, mais je pense qu'elle doit avoir 7 ou 8 ans. Et elle est dans une école spécialisée avec des enfants qui ont des petits troubles. Et en fait ils ont vraiment leur maîtresse, ils sont 6 dans la classe je crois, et donc il y a toute une galerie de personnages, en fait, ces petits enfants qui sont très attachants. C'est la seule fille et pourtant c'est elle qui commande un petit peu. Il va se passer un truc. Voilà. Alors on sait, comme d'habitude avec Joël Dicker, qu'il y a une alternance passé-présent. On retrouve Joséphine le soir à table alors que ses parents l'interrogent sur la très catastrophique visite du zoo. Et elle va leur dire mais il faut recommencer l'histoire depuis le début. Tout est parti de l'inondation de leur école spécialisée et ils ont dû quitter en fait leur école pour aller dans l'école normale avec les enfants normaux. Et du coup on a cette adaptation, le fait de devoir faire le cours de sport avec les autres, enfin la cour de récré, etc. Et en fait tout découle d'un événement et jusqu'à ce point culminant, ce climax qui est la visite au zoo. Et c'est mignon, voilà, c'est sous forme d'enquête mais avec des enfants, donc c'est hyper innocent, c'est mignon. En plus ils ont vraiment tous une particularité. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé ce livre qui nous replonge vraiment dans l'enfance, dans l'innocence, des réflexions, etc. Et puis c'est cocasse, c'est assez drôle finalement. Et donc voilà, on s'attache aux personnages, on voit très bien ce qui se joue derrière entre la maîtresse, leur maîtresse et le directeur de l'école normale. Mais voilà, c'est mignon. Globalement, j'ai trouvé ça hyper divertissant, assez original. J'ai passé un bon moment de lecture, ça se lit hyper vite, hyper bien. De toute façon, Joël Dicker, il a une plume qui est quand même assez addictive et qui se lit très facilement. J'ai bien aimé vraiment ce côté finalement inclusivité, parler du handicap mais sans le nommer ou le pointer du doigt. C'était fait de manière très subtile et vraiment très très mignonne. Et on a vraiment cette cascade des événements qui vont de pire en pire. Et quelque part ça a un côté un petit peu loufoque, un petit peu absurde, et en même temps c'est assez drôle. Donc vraiment moi j'ai passé un excellent moment de lecture et je vous le recommande si jamais vous avez envie de le découvrir. Attention par contre, puisque la visite au zoo, le point final se passe la veille de Noël. Bon, moi je l'ai lu en été, ça m'a pas dérangé, mais voilà, je pense que ça peut être aussi sympa de le lire plutôt à la période juste avant les fêtes. Mais c'était vraiment très chouette. Le deuxième livre que j'ai lu et que j'ai dévoré dans le train, notamment pour aller à Lyon, puisque j'ai passé un long week-end à Lyon. Et du coup j'avais 4 heures de train à l'aller et 4 heures au retour, donc ça a été parfait pour avancer dans ce livre. C'est Famille parfaite de Lisa Garner, c'est aux éditions Le Livre de Poche. Alors je sais que c'est un tome 2 avec la détective privée Tessa Leoni. Moi j'avais pas lu le 1 mais ça m'a pas empêché d'apprécier et de pouvoir lire ce livre comme un one shot. Donc on va suivre Tessa Leoni, cette détective privée qui va être missionnée par une entreprise de construction
pour enquêter sur la disparition ou peut-être le kidnapping, en tout cas une disparition mystérieuse de son PDG Justin Denby et de toute sa famille, donc sa femme et sa fille adolescente. Tous les trois ont disparu de leur maison qui est une maison plutôt huppée dans un quartier chic de Boston et tous les trois semblent s'être volatilisés. Alors il y a quand même des choses qui dans la maison laissent entendre que ça a été orchestré, qu'il y a un kidnapping même s'il n'y a pas eu d'effraction. Déjà toutes leurs affaires personnelles, les sacs à main et tout ont été vidés sur le comptoir de la cuisine et il y a une trace je crois de sang ou je sais plus, en tout cas des cartouches de taser dans le hall d'entrée et la famille ne donne plus signe de vie, de nouvelles, voilà ils ont disparu. Tessa Leoni va devoir faire équipe aussi avec le shérif du comté voisin puisque en fait on va s'apercevoir grâce à la puce GPS qu'il y a dans la veste connectée de Justin qu'il va il va aller dans un autre état, dans l'état voisin, le New Hampshire, et donc ils vont devoir faire équipe, Tessa Leoni et Wyatt le shérif, pour enquêter. Évidemment il y a les fédéraux en arrière-plan puisque comme ça se joue entre deux états, il y a le FBI et puis on voit à un moment donné Didi Warren qui est aussi un personnage récurrent de Lisa Garner mais finalement qui est assez... Enfin on la voit un peu au début mais elle laisse l'enquête parce que c'est plus sa juridiction donc elle est obligée de laisser l'enquête au FBI. Et en parallèle on va suivre le point de vue de la femme du couple, Libby, qui est une mère de famille classique d'une quarantaine d'années, plutôt chic, voilà. Elle a épousé son mari, elle est très amoureuse de lui, il a une société de bâtiments, de construction qu'il a hérité de son père, il en a fait... il a développé et donc ils sont quand même assez riches et ils ont Ashlyn, leur fille adolescente qui a 15 ans et donc voilà, Libby va être kidnappée avec sa famille, séquestrée dans une prison que son mari a construite mais qui est désaffectée, qui n'a pas été mise en service, une prison de haute sécurité, donc vraiment très dur de s'évader et on ne sait pas ce que veulent les ravisseurs. Ils sont trois, ils semblent hyper entraînés comme si c'était un commando, voilà, mais ils ne demandent pas de rançon, ce qui est assez bizarre. J'ai beaucoup aimé ce livre qui est terriblement addictif. La plume de Lisa Garner est terriblement efficace, c'est redoutable, on lit les chapitres les uns après les autres parce qu'on a envie de savoir la suite. Il y a vraiment une tension qui se crée dans ce bouquin, un suspense. Après, bon, peut-être que vers la fin c'était un petit peu long, un petit peu moulagne. Je pense que si on avait enlevé 50 pages de moins, ça aurait pas dénaturé le bouquin. J'avais deviné un petit peu le twist qu'il y a, je l'ai deviné on va dire aux 2/3 du roman, donc quand même assez tardivement. Ça m'a pas empêché de vouloir aller au bout de cette lecture parce que j'avais envie de savoir comment, pourquoi, et puis d'un autre côté j'avais fait cette théorie en me disant c'est peut-être ça, mais d'un autre côté je me disais mais non c'est pas possible, c'est quand même vachement tiré par les cheveux, c'est pas possible que ce soit ça, et ben si, c'était ça. Bon j'avais deviné mais ça m'a vraiment pas empêché d'apprécier vraiment ce bouquin, je vous le recommande. C'était, on avait vraiment l'impression d'être, je sais pas, dans ce côté hyper suspense, à vraiment bouffer ce livre parce que j'avais envie de savoir la suite. Et d'un côté il y a un côté huis clos mais pas tout à fait parce que d'un côté on est avec Tessa Leoni et Wyatt qui d'ailleurs forment un duo assez intéressant et puis ensuite on est dans la tête de Libby qui est enfermée, donc il y a vraiment un côté huis clos qui était vraiment hyper intéressant. Il y a une bonne psychologie dans les personnages, on va aussi voir toute une galerie de personnages avec Tessa et Wyatt qui vont aller interroger des témoins, aller interroger les différentes personnes qui travaillent dans cette entreprise de construction, voir un petit peu enquêter sur l'entourage en fait de cette famille et vraiment
je trouvais les personnages hyper bien construits avec une très bonne psychologie. Et voilà, donc c'était vraiment un thriller haletant, bien construit, que je vous recommande. Et vraiment, Lisa Gardner, c'est une autrice que je lis pas souvent puisque c'est le deuxième livre que je lis d'elle. Et je me dis, elle a vraiment un talent quand même assez fou pour construire ses histoires, pour construire ses personnages et pour sa plume aussi qui se lit très bien. Donc il faudrait que je lise un peu plus de livres d'elle, mais vraiment allez-y, c'était vraiment très bien. Et alors pour l'été, petit bonbon, même si ça se passe un peu en hiver quand même. Je pense que vous pouvez aussi le lire au mois de novembre-décembre quand il commence à se rafraîchir puisqu'ils portent tous des manteaux, voilà. Mais bon, je les lis en été, c'est pas grave, c'était bien quand même. J'enchaîne avec un petit service presse auto-édité que m'a gentiment envoyé l'auteur Julien Chalard avec donc son premier roman qui est L'Ascension Noire. Et alors là on va être sur un thriller psychologique un peu corporate, j'ai envie de dire. On va suivre donc Alexandre Verne qui est un quadragénaire de la fintech, j'imagine. Je sais plus, en tout cas les startups voilà, parisiennes, il baigne dans cet univers où en fait il a fait carrière, il a réussi, il a monté sa boîte, ça fonctionne très bien et en fait il est dans tous les cercles de pouvoir, il a un gros réseau etc. Et il est très ambitieux, c'est quelqu'un qui a les dents qui rayent le parquet clairement et qui est... son ambition, son envie de pouvoir bouffe tout, même son entourage, sa femme, il ne la côtoie pas, son fils pareil, enfin voilà, il y a jusqu'au jour où il va tout perdre en fait, et il se trouve que c'est un ancien camarade de promo, Raphaël, qui va vouloir se venger puisque en fait on apprend que Alexandre Verne a piqué son idée de start-up et que du coup il a réussi et pas Raphaël qui veut se venger. Alors c'est un roman très court qui fait moins de 200 pages, c'est bien écrit, moi j'ai beaucoup aimé la plume de Julien Chalard qui est très incisive, qui va droit au but, mais qui a une forme de poésie un peu noire, un peu sombre. C'est un roman qui est très sombre, où on va être vraiment dans la tête de ce personnage Alexandre Verne qui déjà a un fond pas très sympathique, mais qui en plus va se transformer en monstre puisqu'il va tout perdre et il va vouloir se venger de manière terrible, il va sombrer dans une espèce de folie vengeresse et jusqu'où il est prêt à aller, enfin voilà. Sauf que moi j'ai trouvé que tout allait beaucoup trop vite. Tout allait trop vite, alors les chapitres sont très courts, ils font 2, 3, 4 pages maximum et puis c'est écrit, alors je vais peut-être vous prendre au début, mais vous voyez, il y a beaucoup de marge, beaucoup de dialogue, c'est très aéré, c'est percutant comme plume, mais par contre, ça ne laisse pas le temps au lecteur de s'immerger complètement dans l'histoire, dans le récit, dans l'ambiance, de comprendre aussi la psychologie des personnages. On a un petit peu de psychologie, notamment de Alexandre, mais j'ai trouvé qu'il manquait quand même un peu de relief, un peu de profondeur dans l'intrigue, dans les relations qu'il y a entre Alexandre et sa femme, comment est-ce qu'ils se sont rencontrés, etc. On a quelques bribes de réponses, mais c'est assez survolé. Pareil, la relation qui se noue entre Alexandre et Raphaël, j'aurais bien aimé aussi les voir à l'époque, sur les bancs de l'école, comment ils se sont rencontrés, comment ils ont eu cette idée, l'espèce de jalousie qu'il y a entre eux, enfin vraiment tout allait trop vite. Et on a aussi le personnage d'un flic qui s'appelle Louis Renard, mais qui apparaît assez tardivement dans le bouquin et qui finalement est un personnage qui semble intéressant. Il y aurait eu matière à creuser, je pense, mais pareil, il est survolé et c'est dommage parce que vraiment j'ai eu le sentiment de me dire il y a quelque chose, il y a vraiment du potentiel dans l'intrigue, dans la plume de l'auteur, mais on va pas au bout des choses. J'ai eu vraiment le sentiment d'être restée sur ma faim quelque part et de pas avoir eu vraiment cette assise, cette profondeur, cette maturité, tu vois, dans le bouquin, d'avoir un peu plus de passages narratifs pour vraiment nous plonger dans les décors, dans l'ambiance, etc. Donc voilà, ça allait un peu trop vite, c'est dommage parce que vraiment il y a un potentiel chez cet auteur et je pense que ce texte c'est un bon premier jet mais qui mériterait vraiment d'être
retravaillé, d'être étoffé pour vraiment livrer tout son potentiel. Et bon, bah, en même temps, c'est aussi un peu délicat avec les auteurs auto-édités parce que il n'y a pas tout ce travail un petit peu éditorial où tu vas avoir un éditeur qui va te pousser à aller plus loin dans ton histoire, qui va peut-être te dire voilà, là il manque ça, là on comprend pas bien ça, et du coup qui va faire en sorte que le texte soit encore plus embelli en fait. Et puis aussi après les petits détails au niveau de la mise en page. Je crois que le fichier avait été initialement construit comme un e-book et donc du coup la version papier forcément souffre un petit peu de quelques petits trucs, comme par exemple le fait qu'il n'y ait pas de numéro de page en bas, ou par exemple, ça c'est une convention on va dire du monde du livre, c'est de toujours commencer les chapitres en général sur la page de droite, et donc là bon il y a des chapitres sur la page de gauche, c'est pas très grave en soi, mais c'est vrai que pour le confort de lecture c'est quand même mieux. Alors il y a quand même une table des matières à la fin qui nous permet de voir, sauf qu'il y a des numéros de pages mais on les a pas ici, donc c'est un petit peu dommage. Voilà, c'est des détails hein, vraiment, c'est... Mais voilà, je pense que ça peut servir aussi pour les auteurs auto-édités qui me regardent peut-être parmi vous, vraiment aller au bout du travail éditorial dans la mise en page, dans les dialogues, dans la ponctuation, dans les marges, dans la pagination, tout est important. Et même dans le... Bon là c'est Amazon, donc c'est vrai que le papier est très blanc, mais c'est aussi un confort de lecture de lire sur un papier peut-être un peu plus crème. Voilà, avec un grammage plus léger. Enfin bon, bref, ça c'est des détails, mais voilà. En tout cas, c'est une bonne découverte. En tout cas, Julien Chalard, en tout cas, sa plume est vraiment intéressante. Mais voilà, j'ai quand même eu ce sentiment de ah, j'en ai pas eu assez. Je poursuis avec un petit coup de cœur. Vraiment, je pense que ça fera partie de mes meilleures lectures de l'année 2025. C'est Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian Niemek, c'est aux éditions Pocket. Ce livre avait eu un très grand succès lorsqu'il était sorti en grand format chez Cherche Midi. Alors moi je ne l'avais pas lu parce que... voilà, je veux dire, il y avait trop de hype autour, j'avais envie d'attendre un petit peu que la hype soit retombée pour m'y plonger. Et donc je l'ai sorti là et vraiment j'ai adoré. Je me joins à tous les avis dithyrambiques sur ce livre parce que vraiment c'est top. Donc on va suivre, on est en Alabama en 63, hein, comme l'indique le titre, dans cette petite ville de Birmingham, au fin fond des États-Unis. Évidemment dans les années 60 il y a encore la ségrégation, même si officiellement il y a eu la déségrégation, mais dans les mentalités c'est encore très difficile de mélanger les noirs et les blancs, il y a encore beaucoup de racisme. Et donc on va suivre des disparitions de petites fillettes noires qui vont disparaître les unes après les autres et qu'on va les retrouver décédées pour certaines, d'autres vont rester disparues. Et donc évidemment la police du comté enquête, mais comme il s'agit de petites filles noires, ils s'en fichent un petit peu. Et donc le père d'une des victimes va missionner l'enquêteur détective privé Bud Larkin d'enquêter alors que Bud, lui, il s'est fait virer de la police 2 ans auparavant, il est alcoolique. Mais c'est quand même un bon détective malgré tout, mais on va dire qu'il est un peu cassé par la vie, un petit peu cliché, mais un personnage très intéressant qui vit dans un bordel monstre, vraiment, c'est un capharnaüm son bureau et qui est aussi chez lui. Et pour lui faire une blague, ses anciens camarades de la police va mettre une petite annonce dans le journal pour dire que Bud cherche une femme de ménage. Et c'est Adela Code, femme de ménage noire, qui va répondre à cette annonce malgré elle. Alors il va y avoir un quiproquo au début entre eux, mais finalement Bud va se dire « ouais, effectivement c'est le bordel chez moi, ok pour une femme de ménage ». Et finalement il va se lier une espèce d'amitié entre eux. Adela va finalement venir enquêter, enfin en tout cas Bud va prendre Adela avec lui pour enquêter, vu qu'ils vont devoir faire une enquête de voisinage, etc., interroger des témoins de la communauté noire. Évidemment les gens ne vont pas lui ouvrir sa porte puisque lui est blanc, en plus il est raciste aussi à la base, enfin au début il est raciste hein, comme tous les blancs.
Et donc il va embarquer Adela, sa femme de ménage noire, pour enquêter avec lui. Et il se trouve que les gens se livrent assez bien avec Adela, elle sait s'y prendre. Donc finalement ils vont former un espèce de duo assez cocasse. Et j'ai beaucoup aimé la relation qui se noue entre eux. Ils apprennent à s'apprivoiser quelque part. Parce qu'au début c'est pas trop ça. Il y a d'assez bien dans ce livre, c'est que les auteurs arrivent à montrer des scènes de vie quotidienne, des scènes d'enquête, mais à dépeindre tout un univers, toute une ambiance. On est vraiment plongé au cœur de l'Alabama, dans les années 60. On a aussi en arrière-fond les faits divers, la mort de JFK, les nouvelles à la télé, à la radio, dans les journaux, il y a aussi la musique aussi qui est très très présente à la radio notamment. On a aussi cette dénonciation du racisme mais qui est ambiant et qui est ordinaire en fait. Et il y a des scènes assez cocasses parce qu'ils arrivent un petit peu à mettre de l'humour quand même dans tout ça, même si la thématique est quand même assez tragique. Ils arrivent à mettre de l'humour, notamment la scène où Adela enfin Bud va confier la conduite de sa voiture à Adela qui elle n'a jamais conduit de sa vie évidemment. Et va lui apprendre à conduire. Enfin, elle est très très drôle cette scène, vraiment pépite. Voilà, en tout cas les auteurs, ils ont vraiment un talent pour faire des scènes très cinématographiques. Vraiment, on a l'impression de vivre la scène, de le voir sous nos yeux. Et c'est pas étonnant puisqu'en fait les deux auteurs sont issus de la télé, puisqu'en fait ils traduisent, ils sont traducteurs de séries et de films américains. Donc forcément on sent cette touche un petit peu cinématographique et ça se lit super bien, les chapitres sont courts, pour autant il y a quand même une profondeur, il y a une dimension historique, enfin vraiment c'était juste génial, mais allez-y vraiment, c'est un de mes coups de cœur de ce début d'année. Et enfin je termine ma dernière lecture, c'est un petit Agatha Christie et ici on retrouve Miss Marple dans Le Club du Mardi continue, c'est aux éditions du Masque dans cette vieille édition. Alors moi j'avais lu Miss Marple et au Club du Mardi il y a, je crois que c'était en 2018 donc ça remonte, c'était il y a 7 ans, 7 ans. Oh, que le temps passe vite. Bon, c'était avant le Covid dans une autre vie, mais voilà, j'ai eu envie de lire ce deuxième tome qui est un peu des hors-séries de Miss Marple, où on va suivre donc notre vieille chère demoiselle qui est plutôt perspicace, puisque là elle se retrouve avec tout un tas de compatriotes. Voilà, on a un colonel à la retraite, un ancien docteur, une actrice, il y a aussi son petit-fils avec, non son neveu pardon, son neveu avec son épouse, etc. Et ils sont à l'heure du thé, elle est en train de tricoter et chacun va raconter une histoire qui lui est arrivée, une anecdote mystérieuse avec souvent un mort un petit peu suspect, enfin une mort suspecte, et donc Miss Marple, enfin ils vont jouer au détective à essayer de deviner qu'est-ce qui s'est passé. Alors chacun y va de son hypothèse, mais c'est toujours Miss Marple qui arrive à dénouer, à trouver la solution, puisque elle se base, même si elle n'a jamais voyagé, elle se base sur l'observation des petites gens dans son petit village de St. Mary Meads, et elle se dit, ben en fait la nature humaine elle est partout pareille, donc même si je connais bien les gens du village et que j'ai jamais voyagé, pour autant j'arrive quand même à bien connaître la nature humaine, et du coup elle arrive toujours à trouver la solution pour ces petites histoires. Alors voilà, il y a 6 ou 7 nouvelles, ça se lit sous forme de nouvelles, même s'il y a un fil conducteur où en fait ils sont tous en train d'écouter l'histoire de quelqu'un en fait, mais voilà, c'était sympathique, ça se casse pas trois pattes à un canard comme toujours avec Agatha Christie, mais ça se lit bien, c'est assez sympa. Voilà, en plus je l'ai lu parce que il y avait des transats sur la couverture, donc ça faisait assez estival. Même si en soi les nouvelles peuvent se lire à n'importe quel moment de l'année, moi je trouve que Agatha Christie c'est toujours une valeur sûre de ma pile à lire. Donc voilà, entre deux pavés c'est plutôt pas mal à lire, donc je vous le recommande. Et puis j'aime beaucoup Miss Marple, elle est quand même assez chou. Et la lecture que je suis en train de lire en ce moment, ma lecture en cours, c'est Les Brumes de Riverton de Kate Morton. Alors j'ai plus la jaquette parce que je l'avais trouvée en boîte à livres comme ça. C'est une vieille édition France Loisirs. Et à la base je l'avais pris pour le filer à ma mère parce que je me suis dit ça pourrait lui plaire, et finalement j'ai eu envie de le lire parce que
Margolises adore Kate Morton, elle m'a donné envie de la découvrir et du coup je me suis lancée là-dedans sans trop en savoir, mis à part que la spécialité de cette autrice c'est les secrets de famille. J'en savais pas plus et vraiment pour l'instant j'adore, je suis à la moitié à peu près. Et vraiment j'ai l'impression d'être dans Downton Abbey, je fais un transfert avec la série Downton Abbey, mais vraiment on est dans le début du XXe siècle, avec la Première Guerre mondiale, on suit le personnage de Grace qui est en fait une domestique dans le château manoir de cette famille, les Hertford Ashbury, qui sont riches et elle fait partie des domestiques et on a vraiment cette double vie entre les maîtres du château et les domestiques et tout ça sur fond de Première Guerre mondiale, etc. Et c'est passionnant, vraiment j'adore et c'est bien écrit et vraiment j'ai très hâte de le continuer, je vous en reparlerai évidemment dans mon prochain vlog lecture ou bilan lecture, je ne sais pas encore, mais voilà, je vous donnerai mon avis une fois que je l'aurai terminé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo bilan lecture, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas aussi à commenter cette vidéo si je vous ai donné envie de lire certains de ces livres, ou si vous les avez déjà lus, qu'est-ce que vous en avez pensé, ou qu'est-ce que vous avez aimé dernièrement. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, je serais ravie de vous lire. Et puis aussi, n'hésitez pas à me dire si vous préférez ou pas, enfin je sais pas, le format vlog lecture ou le format bilan lecture. Voilà, dites-moi parce que en fait ça fait très longtemps que j'avais pas fait ce format bilan lecture, mais peut-être que vous préférez, je sais pas. Donc dites-moi ça dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite évidemment très bonne lecture et je vous dis à bientôt. Ciao!